Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast introductif à l'édition 2026 du Festival Afri-Capital. Après Bamako, Kigali, Cotonou et Dakar, le quartier de la Goutte d'Or va de nouveau se transformer le temps d'une semaine du 6 au 15 mars. Et cette fois-ci pour vibrer au rythme de Conakry, capitale de la Guinée. Ainsi, nous allons discuter autour de cette nouvelle édition d'Afri-Capital, ces hyper-rencontres qui ne se contentent pas de montrer des spectacles, mais qui cherchent à retisser un lien entre Paris et les capitales africaines. Pour en parler, nous avons réuni aujourd'hui un plateau exceptionnel qui croise vision, terrain et création. Tout d'abord, Juliette Seguin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice de cette édition du Festival pour le Lavoir moderne parisien et porte-parole aujourd'hui du directeur Khalid Tamer, également metteur en scène, artisan du projet internationaux en Afrique et surtout initiateur d'Afri-Capital. À vos côtés, Aboubacar Sidiki Traoré, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Association des jeunes Guinéens de France et une association avec plus de 20 ans d'existence et des projets majeurs comme le Salon de l'Emploi ou Miss Guinée France. Et enfin, Hakimba, bonjour. Bonjour. Auteur et metteur en scène multiprimé, on vous retrouvera justement sur scène le 10 et 11 mars prochain à l'occasion d'Afri-Capital pour votre lecture musicale 8 novembre qui aura lieu au Lavoir moderne parisien. Bienvenue à tous et merci d'avoir accepté notre invitation ici au Luxor, lieu partenaire du festival. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, commençons par un rapide tour de table. En 3 mots, chacun, comment définiriez-vous le festival d'Afri-Capital pour ceux qui le découvrent ? Juliette ? Je dirais qu'Afri-Capital, c'est une invitation au voyage et à la découverte d'une nouvelle culture, d'un nouveau pays, de ses artistes. L'envie est vraiment de faire découvrir au public une nouvelle culture. Donc je dirais voyage et découverte. Et je pense que c'est aussi une célébration. Hakim ? Moi, c'est ma première fois de participer à ce projet et je dirais que, bon, comme je l'entends, c'est quand même un temps pour donner à voir, c'est un temps de visibilité pour une ville, une capitale, mais en même temps tout un pays, quoi, une culture, voilà. Et Aboubacar ? Moi, c'est une opportunité de partage. Essentiellement, c'est ce côté-là où on va arriver, nous, en tant que représentants de la Guinée, de la diaspora guinéenne, à montrer en fait ce qu'on a de notre côté, la culture qu'on peut présenter, toute cette richesse-là, Hakim en fait partie, et présenter ça aux gens d'ici, mais avec peut-être aussi ce retour à Conakry qui est peut-être envisagé dans un futur proche. D'accord, merci pour ces premiers mots. On va entrer directement dans le vif du sujet en nous intéressant aux origines de ce projet. Juliette, revenons aux racines. D'où est venue l'idée de créer Afri-Capital et quel a été le déclic pour transformer la Goutte d'Or en capitale africaine éphémère ? Alors, Afri-Capital, c'est un projet qui est né en 2022 à l'initiative donc de Khalid Tamer et de d'autres experts aussi internationaux. Le déclic, je pense, ça a été après Africa 2020, avec l'envie de créer un nouveau narratif entre l'Europe et l'Afrique et de considérer l'Afrique non pas comme parfois on peut avoir cette image en France d'un seul continent unifié, mais de vraiment proposer et donner à voir toute cette diversité, ces 54 États. Et donc, on avait envie de construire un événement qui donne de la visibilité à des capitales, à des pays, à des cultures différenciées. Et donc, depuis 2022, on invite chaque année une capitale africaine différente avec qui on collabore pour construire cette programmation pluridisciplinaire à Paris. Et pour nous, c'était une évidence la Goutte d'Or parce que c'est là qui est basée la compagnie Graines de Soleil et le Lavoir moderne parisien, qui est le théâtre dans lequel nous faisons une partie de la programmation. Et c'est un quartier qui est multidiasporique et il y a presque il me semble, plus de 40 nationalités qui vivent dans ce quartier. Donc c'était aussi important pour nous de faire résonner ce festival qui mette en valeur différentes cultures africaines mais qui puisse aussi dialoguer avec les diasporas qui sont à Paris. D'accord, merci. Et toujours pour vous, Juliette, dans l'édito de cette édition, vous écrivez que l'Afrique et les diasporas deviennent le pivot autour duquel les relations se redéfinissent. Pourquoi est-ce si important d'organiser le festival à Paris aujourd'hui ? Je pense que c'est important de le faire à Paris parce que, comme je le disais précédemment, je pense qu'il y a un nouveau narratif aussi à construire
Et je pense que les diasporas ont un rôle essentiel pour donner à voir et donner aussi de nouveaux récits sur ce qui se fait aujourd'hui en Afrique, mais aussi tout ce que portent les diasporas aussi en France. Et je pense qu'elles ont un rôle essentiel à jouer dans justement ces nouveaux récits, ces nouvelles histoires que peut apporter Africapital et le festival. L'idée, c'est vraiment de créer ces rencontres-là. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille en étroite collaboration avec des associations issues des diasporas chaque année. Et c'est pour ça que cette année, on est très content de collaborer avec l'Association des jeunes Guinéens de France sur cette édition sur Conakry. Et en regardant l'historique du festival, avec Bamako, Kigali, Cotonou, Dakar, on a remarqué que toutes les villes invitées sont des capitales subsahariennes. Est-ce que c'est un hasard ou y a-t-il une volonté derrière ce choix? Et du coup, pourquoi le choix de Conakry cette année? Alors, il n'y a pas eu forcément un choix très clair de faire vraiment Africapital uniquement avec des capitales d'Afrique de l'Ouest, mais je pense que c'est quand même pas un hasard qu'on ait choisi des capitales et des pays qui sont aujourd'hui peut-être en tension aussi avec la France, et donc c'est aussi par cet événement donner l'opportunité de nouvelles collaborations, et par là je pense qu'il y a aussi tout un cheminement de collaboration qui peut être très intéressant au-delà de la diplomatie. Je pense que la coopération culturelle a un rôle à jouer dans ces nouvelles collaborations qu'on souhaite maintenir et renouveler. Et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a choisi ces pays-là. Ensuite, il me semble que le choix de Conakry pour cette édition était important pour nous parce que il nous semblait que la jeunesse guinéenne aujourd'hui et les acteurs culturels sur place en Guinée ont une vraie envie et volonté de recréer des écosystèmes culturels forts, et il me semble que c'était aussi le bon moment pour nous de faire Africapital sur la Guinée cette année. Il faut aussi savoir que Conakry a été élue ville créative par l'UNESCO en littérature. Donc c'était aussi important pour nous de mettre en valeur et de donner un vrai coup de projecteur à ces artistes et à ces acteurs culturels qui aujourd'hui redynamisent complètement le secteur culturel, que ce soit dans le secteur du cinéma, dans les arts visuels, sur le théâtre. Et on avait vraiment l'envie de faire connaître aussi Conakry, qui est peut-être une capitale qu'on connaît moins, en tout cas en France. Et donc on souhaitait pour cette année collaborer avec Conakry en 2026. Tournons-nous maintenant vers l'Association des jeunes Guinéens de France pour évoquer le terrain. Aboubacar, quelle a été votre réaction lorsque le lavoir moderne parisien vous a approché? Comment s'est établi le lien entre le lavoir moderne et l'Association des jeunes Guinéens de France? Et est-ce que ce genre de reconnaissance culturelle était attendu? Alors, pour l'établissement du lien, il y a rien eu de très mystique, c'est passé par mail pour le coup. On a reçu un petit mail du lavoir moderne qui nous parlait de l'événement, qui nous informait de la tenue de l'événement en mars. C'est un événement que je ne connaissais pas personnellement. Quand on a vu la plaquette, on a trouvé ça extrêmement intéressant, parce que la présentation de la culture guinéenne à travers cette plaquette-là, à travers cet événement-là, n'était pas sur un seul axe. Il faisait plein de choses différentes, que ce soit l'aspect musical, que ce soit l'aspect cinématographique. On voyait qu'il y avait vraiment une recherche de fond, qu'on essayait vraiment de présenter la culture dans son ensemble, même si c'est difficile de définir quel est l'ensemble, entre guillemets. Mais on avait ce côté-là qui était vraiment pluridisciplinaire, qui nous a beaucoup plu. La culture guinéenne, elle est très vaste. Il y a beaucoup de choses, en fait, finalement, à présenter. Et cet effort-là de connexion, d'aller chercher les éléments, de venir les ramener en France, il y en a certains qui sont déjà là, présents ici, et qui peuvent bien représenter la culture. Mais ces différents éléments ont fait qu'on a eu envie de s'associer à cet événement. Et donc, quelle image de la Guinée espérez-vous que le festival apporte? Une image positive, définitivement. La Guinée, c'est un pays qui est très vaste, avec beaucoup de choses à montrer. Beaucoup de choses que les personnes qui sont extérieures au pays, ou même les personnes qui sont dans le pays, pourraient être amenées à découvrir positivement. Donc c'est un peu le but derrière cette participation de l'association, c'est vraiment montrer toute cette profondeur culturelle,
et qu'à la fin de l'événement, il y a beaucoup plus de personnes qui sachent ce que la Guinée a à proposer d'un point de vue culturel. Merci. Hakim, vous présentez 8 novembre, le 10 et 11 mars au Lavoir moderne parisien. De quoi cette lecture musicale est-elle le symbole pour vous et pour la Guinée ? En fait, quand on m'a proposé de participer à l'événement, donc de présenter quelque chose, et comme c'est un événement, comme une chose qui parle de la Guinée, et surtout à Paris, je trouve que déjà c'est très important aujourd'hui d'avoir ce type d'initiative, quand même, chose qui met en avant, qui donne à voir ce qui se passe ailleurs, aussi le rapport entre la France et ses capitales, ou en tout cas tout ce par rapport à tout ce qui se passe aussi en Afrique aujourd'hui, et de pouvoir ici, c'est-à-dire parce que la Guinée, déjà c'est un pays en France, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, parce que c'est toute l'histoire entre la Guinée et la France, que De Gaulle est allé en Guinée en 58, et que la Guinée c'était une ancienne colonie, et que la Guinée a été le seul pays à dire non à De Gaulle. Donc il y a toute cette histoire que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et donc j'ai proposé 8 novembre parce que c'est un texte qui parle de la mémoire, de la mémoire coloniale, mais aussi surtout, c'est-à-dire de l'indépendance de la Guinée et de tout ce qui s'est passé après. Moi, je vis en France, je suis reparti là récemment avec ma fille qui est née en France, là-bas, et je vois qu'il y a depuis quelques années en Guinée, il y a une sorte il y a une volonté aussi, c'était de mon point de vue, politique, d'effacer une partie de notre mémoire. Ce qui est, quand vous prenez en tout cas tout ce qui rappelle le Camboiro, au pont 8 novembre, tout a été démoli, saccagé. Il n'y a pas de lieu de mémoire, il n'y a pas de musée pour parler de ce qui s'est passé. Pour moi, Sékou Touré, ça a été une personnalité qui a osé dire non à De Gaulle, donc qui a permis à la Guinée d'accéder à l'indépendance. Mais après, il y a aussi la période sombre du personnage, donc qui a plongé la Guinée dans une violence où il y a beaucoup de victimes. Aujourd'hui, en Guinée, la plupart de ces victimes-là n'ont plus droit à la parole. Alors, moi, j'ai écrit 8 novembre. Avant, il y avait une première version qui s'appelait Le cadavre dans l'œil. Je venais à peine de commencer l'écriture. C'était en 2010, 11. Je n'étais pas encore venu en France parce que j'ai fait mes études en Guinée. Et puis, pour écrire la pièce, c'était une commande de quelqu'un que j'ai rencontré qui s'appelle Roland Fichet. Et je devais rencontrer un personnage pour pouvoir écrire la pièce. Et donc là, j'ai rencontré quelqu'un qui a fait le Camboiro, et donc qui est né là-bas et qui est sorti quand il avait 7 ans. Et qui a fait, voilà, en tout cas ses premières années dans ce camp-là. J'ai passé 6 mois avec lui, avec les gens qui l'ont connu et tout ça, et puis avec sa mère aussi qui me racontait voilà comment ça s'est passé, comment ça se passait en fait dans ce camp, et je suis parti de ça pour écrire une fiction. Et qui s'appelle 8 novembre. C'est pendant mes rencontres avec, il s'appelle Dany, pendant mes rencontres avec Dany, en même temps, c'est-à-dire il y avait la démolition du pont 8 novembre. Et donc, je crois que c'était un samedi, j'allais au centre culturel franco-guinéen et j'ai vu cette chose-là, comment les bulldozers abattre le pont. Et donc j'ai essayé de placer mon personnage là comme un acte de résistance, de pouvoir garder cette mémoire là, et donc 8 novembre parle d'un personnage qui est sous ce pont 8 novembre et qui essaye en fait de se souvenir de la pendaison de son père, et puis de tout ce qui s'est passé aussi pendant la Première République. Et la lecture que je propose, c'est une lecture musicale. L'idée, c'est aussi d'amener des archives de tout ce qui s'est du nord de la Guinée, des paroles aussi de Gaulle, pour essayer en fait de confronter cette mémoire
là décolonial, mais aussi ce qu'on en a fait en Guinée de notre indépendance, qui nous suit encore jusqu'aujourd'hui. Et parce que j'ai l'impression en Guinée, aujourd'hui là, depuis quelques années, moi quand j'étais au lycée dans les années 2010, pour nous c'était clair. Donc Sékou Touré, c'était la personne qui a donné l'indépendance à la Guinée, mais après on parlait aussi de ses atrocités, de tout ce qu'il a pu faire, avec le Kambouaro, etc. Et puis les victimes avaient aussi droit à la parole. Mais depuis 2015, depuis quelques années là, donc j'ai l'impression que aujourd'hui c'est un héros. Donc l'aéroport a été maintenant l'aéroport de la Guinée, l'aéroport Boessia devient l'aéroport Ahmed Sékou Touré. C'est un personnage pour moi assez. Il y a le héros, mais il y a aussi comment je vais qualifier ça, il y a aussi tous les crimes qu'il a pu faire pendant ce régime, qui a décimé des familles, qui aujourd'hui il y a des victimes, il y a toute une génération aussi qui porte cette blessure là et qui n'arrive pas à pleurer parce qu'il n'y a pas eu de pardon dans ce pays. Et voilà, donc dans ce texte, c'est ça aussi que j'ai essayé de raconter, tout en allant aussi chercher parfois, c'est-à-dire des témoignages, des dépositions, parce que j'ai aussi les livres blancs de Sékou Touré, donc des dépositions de certaines victimes du Kambouaro. Voilà, donc la lecture que je propose, c'est vraiment un texte autour de la mémoire en Guinée. Merci. Et vous animerez également un atelier d'écriture le 13 mars. Est-ce important pour vous que le festival ne soit pas juste consommé, mais également pratiqué? Et que souhaitez-vous transmettre durant cette lecture? Ah oui, effectivement. Donc je pense que présenter une lecture, c'est important aussi d'avoir ces temps de transmission, justement de partage, avec des gens qui viennent d'un peu partout pour découvrir en tout cas ma façon de faire, c'est-à-dire comment j'écris. L'idée, c'est de les inviter vraiment dans mon atelier. Voilà, donc comment je fais pour fabriquer de la fiction, et puis comment on peut comment la fiction peut naître, à partir de quoi. C'est juste des petits éléments, donc on n'aura que 2 heures d'atelier, ça va passer très très vite. L'idée pour moi, c'est de les ouvrir mon atelier. D'accord, merci. J'aimerais élargir la question au reste du groupe. La programmation est très diverse. Nous aurons du conte traditionnel avec Petit Tonton, mais aussi du cinéma contemporain avec Au cimetière de la pellicule de Tierno Souleymane Diallo. Est-ce là le visage de la Guinée aujourd'hui? Un mélange d'une culture traditionnelle riche cherchant à se réinventer et des artistes indépendants traçant leur propre chemin. Je peux prendre. Vas-y, commence. Comme je le disais, il y a énormément de choses en Guinée. C'est très profond. Ce dont vient de parler Hakim, c'est une page de notre histoire qui a fait l'objet de beaucoup de débats, à une certaine période, je suppose, beaucoup moins à une autre. Cette culture-là, elle est transmise, mais est-ce qu'il y a un côté complet? C'était juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais, est-ce qu'il y a un côté complet au niveau de cette transmission-là? C'est à nous aussi, entre guillemets, d'y travailler, peut-être à travers ton œuvre aussi. Au niveau de la Guinée, on voit beaucoup de nouveaux artistes émerger. Il y a énormément de styles. Si je prends la musique, il y a énormément de styles musicaux différents actuellement. Moi, j'étais très étonné, par exemple, de voir certains youtubeurs ici en France s'intéresser à la musique guinéenne et dire je me rends compte que, par exemple, il y a beaucoup de reggae en Guinée. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel comme ça. C'est plus une musique des îles, c'est plus des sonorités qu'on voit dans les îles que plutôt en Afrique de l'Ouest. Donc c'est très divers. Il y a ces aspects-là musicaux, il y a une vraie diversité, mais il y a tout ce qui est aussi tout ce qui va être cinéma, où on voit de plus en plus de personnes qui essaient de faire des choses. Typiquement au niveau de l'association, chaque année ou chaque 2 ans, ça dépend des périodes, on fait Miss Guinée France. La dernière Miss Guinée France, qui s'appelle Foulematou, a porté un projet. Le projet qu'elle essaie de porter actuellement, c'est un projet autour du cinéma guinéen. Elle essaie de faire un court-métrage autour d'une thématique qui lui tient à cœur, les violences faites aux femmes. Tous ces éléments-là font qu'on a ce fourmillement qu'on arrive à voir actuellement.
Il y a l'historique, il y a la pellicule, le cimetière de la pellicule dont vous parliez. L'auteur de cet événement-là était au centre franco-culturel il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il est assez connu, il présente pas mal de choses. Mais juste la petite parenthèse de mon côté, c'est qu'au-delà de cette diversité-là qu'on voit et qu'on voit essayer de se manifester, il y a aussi quelque chose qu'il faut qu'on essaie de porter tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, c'est toutes les personnes qui sont intéressées par la culture guinéenne. C'est faire en sorte de pousser ces personnes-là qui ont cette imagination-là pour qu'elles puissent produire et délivrer des choses positives. D'accord, merci. Juliette, Hakim, est-ce que vous souhaitez pour rebondir à ce que disait... Donc, en fait, je pense oui qu'il y a un vivier énorme d'artistes en Guinée. Moi, j'ai organisé un festival durant là plusieurs années qui s'appelle l'Univers des mots, où voilà, donc on invitait des gens, des artistes d'ailleurs, à aller travailler avec des artistes guinéens. Mais il y a quand même chose aujourd'hui d'autres compagnies, surtout le cirque, avec Circus Baobab, qui tourne un peu partout. Et il y a des scénographes qui existent aussi, qui sont en Guinée et qui travaillent. Et puis il y a une école d'art qu'il faut aussi. Donc il y a l'école supérieure des arts de Dibreka qui forme des musiciens, qui forment des acteurs, des actrices. Et puis la musique, il y a comme chose une tradition en Guinée musicale, voilà, depuis très très longtemps qui continue. Au niveau de la littérature, il y a aussi tout un vivier de jeunes auteurs et puis autrices qui existent, sans parler de nos aînés, les Thierry et Sassine et tout cet héritage-là. Donc voilà. Donc, mais je pense quand même chose qu'il y a aujourd'hui, tout ça a besoin d'un accompagnement au niveau local aussi, vraiment d'une vraie politique culturelle, de ne pas juste soutenir une personne ou un artiste, mais d'avoir une politique qui accompagne beaucoup de jeunes artistes qui n'ont pas de visibilité et qui ne savent pas comment faire pour rencontrer le ministère, mais vraiment ouvrir, faire des politiques pour que tous ces jeunes qui sont dans les quartiers, qui sont dans les rues aussi puissent avoir la possibilité de pratiquer et de faire connaître leur talent, quoi. Je vais rebondir aussi sur ce que vous disiez. Il y a en tout cas de notre part une vraie volonté à la fois de mettre en valeur et de partager la complexité aussi historique de Conakry, qui a été quand même un haut lieu du panafricanisme dans les années 50, mais qu'il y a effectivement tout un héritage culturel très important, mais qu'il y a aussi toute une mémoire qui s'est perdue, et qu'on avait aussi envie de questionner aussi cette période-là, tout en donnant à voir les nouvelles productions de cette jeunesse, certainement aussi en musique par exemple. On a invité Queen Rima, Nyariou, mais on avait aussi envie de ne pas avoir qu'une programmation qui questionne aujourd'hui, mais aussi d'aller donner à voir l'histoire complexe de la Guinée. Donc c'est pour ça aussi qu'on t'a invité à Kimba, qu'on a aussi une présentation d'une histoire panafricaine faite par Elara Berthaud, qui travaille énormément, qui est une chercheuse française qui travaille énormément sur les archives privées et sur toute cette période de production culturelle et littéraire des années 50-60, pour donner à voir aussi cette histoire-là, tout en la faisant dialoguer avec ce qui se produit aujourd'hui, que ce soit des artistes des arts visuels. On a invité de jeunes artistes à venir présenter leurs œuvres au Lavoir, et que ce soit Petit Tonton par exemple qui travaille entre la valorisation d'un art du conte traditionnel en Guinée, tout en permettant de le revaloriser, de le moderniser, d'aller à la rencontre d'autres arts, et qui fait un travail exceptionnel sur le territoire en Guinée. Donc on voulait aussi donner la parole à tous ces artistes qui font énormément de choses sur le territoire et qui essayent, comme tu disais Hakim, de faire écosystème et de provoquer aussi une envie aussi de soutenir des vraies politiques culturelles pour soutenir ces artistes. D'accord. Oui. Juste rajouter aussi, je pense que ce qui est important, en tout cas ce qui est intéressant avec ce projet, c'est de montrer qu'aujourd'hui, en fait, la Guinée, c'est pas parce qu'on a une vision en France de la Guinée, de comment des jeunes immigrés qui arrivent, qui viennent forcément, c'est-à-dire d'un pays
pauvre, très pauvre, où il y a que la pauvreté. Il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui font de l'art, il y a des gens, voilà. C'est cette pensée positive aussi, je pense, qu'il est important de partager aujourd'hui en France, et puis de se questionner aussi sur l'histoire, sur notre histoire commune entre la France et la Guinée. Douloureuse, mais voilà, mettre des mots aussi dessus, en parler pour transmettre cette mémoire. En termes juste de fourmillement ou de choses qui sont en train de bouger, de choses qui sont en train d'être mises en place au niveau de la Guinée. Je sais qu'actuellement, il y a le musée de Sandervalia qui est en cours de rénovation. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Alors, c'est peut-être discret ou pas assez visible entre guillemets, pour le grand monde, mais il y a des choses en coulisses qui commencent doucement. C'est ces choses-là qu'il faut pousser, accompagner, il faut leur donner de la visibilité. Là, je parle d'une rénovation d'un lieu, mais il y en a plein. On a vraiment un patrimoine culturel qui est très très large en Guinée, qui n'est peut-être pas suffisamment à ce stade protégé, pas suffisamment à ce stade mis en valeur, mais c'est des choses qu'on doit essayer de pousser pour les prochaines années. Merci pour vos réponses. Juliette, comment construit-on une telle programmation ? Comment arrive-t-on à mettre autant d'énergie pour une programmation aussi énorme ? Pour rebondir sur ce qu'on disait avant, c'est une programmation qu'on a construite vraiment en collaboration avec des opérateurs culturels de Guinée, avec des artistes de Guinée. Nous, à chaque fois, Africapital, on va sur place et on rencontre des gens. Et c'est issu de cette rencontre et de dialogue avec tous ces acteurs-là qu'on construit la programmation. Nous, la faire de notre côté, pour nous, ça n'a pas d'intérêt. Et nous, on se veut juste être j'allais dire passe-plat, mais c'est peut-être pas le bon terme, le médiateur. En tout cas, on a envie d'être juste une plateforme qui permette ce coup de projecteur et de permettre en fait ces collaborations-là, parce qu'on y croit énormément à la coopération culturelle. On pense que c'est un vrai moyen de retisser des nouvelles connexions. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur ces artistes-là et de provoquer un dialogue et une rencontre. C'est pas juste, effectivement, comme tu disais en introduction, de présenter des spectacles. Ça va bien au-delà. En tout cas, l'ambition du projet va bien au-delà. C'est de créer vraiment du dialogue, de la rencontre et des envies de collaborer ensemble. Et que dans la programmation, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait à la fois des artistes de Guinée, mais aussi des artistes de la diaspora, pour permettre cette rencontre-là et aussi susciter de l'intérêt de la part du public, mais aussi de professionnels, d'artistes, et d'initier de nouvelles collaborations, on espère. Et l'ambition du projet est aussi d'organiser un Africapital dans la ville invitée. Donc on espère fortement que cette programmation va aussi susciter l'intérêt pour qu'on puisse organiser Africapital à Conakry à l'automne. D'accord, merci. Et pour faire le point avec l'Association des jeunes Guinéens de France, le samedi 14 mars, il y a une table ronde Conakry Histoire du livre avec Santi Kaba Diakité. On sait que l'éducation est un pilier de l'Association des jeunes Guinéens de France. Comment voyez-vous ce lien entre littérature et développement ? Moi, c'est un lien qui est très naturel. En fait, finalement, quand on prend un pays, quelle que soit la quantité de ressources entre guillemets naturelles que le pays possède, parce que la Guinée, c'est un pays qui est très riche d'un point de vue minier, faune flore aussi d'ailleurs. La chose la plus importante, c'est quand même les ressources humaines du pays. Au niveau de la Guinée, on a un sujet au niveau de l'éducation qu'on est en train d'adresser. Il y a une jeunesse, en fait, pas que au niveau de la Guinée, mais en Afrique de manière générale et en Guinée en particulier, il y a une jeunesse qui est très importante, qui doit être éduquée, qui doit avoir son esprit beaucoup plus ouvert sur un certain nombre de sujets. Ça se voit tout de suite quand on rencontre les gens. Ces personnes-là qui ont eu accès vraiment à beaucoup de contenu culturel, qui ont pu voir des choses différentes que ce qu'on leur propose au quotidien d'un point de vue strictement local, mais qui ont pu s'ouvrir à d'autres cultures. On voit qu'ils arrivent à avoir un raisonnement différent sur certains sujets spécifiques. On a des problématiques en Guinée sur pas mal de sujets. Et ce côté-là, ouverture, permet en fait à ces personnes-là finalement de pouvoir adresser ces problématiques de façon différente. Donc, culture, développement, littérature, c'est vraiment des choses qui vont ensemble. Et finalement, avec une population qui a beaucoup plus d'intérêt pour la culture, pour le livre, on a une population qui finalement a un niveau de raisonnement qui est beaucoup plus élevé sur beaucoup de sujets, beaucoup plus critique sur d'autres sujets, et qui arrive finalement à travailler sur des thématiques qui sont plus complexes et à pousser le pays vers son développement. D'accord, merci. Au-delà de l'artistique, il y a une dimension purement sociale et territoriale.
Aboubacar, on connaît l'Association des jeunes Guinéens de France pour ses actions sociales. Pouvez-vous nous rappeler vos missions principales? Quel lien opérez-vous entre la diaspora en France et le pays? L'association a été créée à l'origine pour vraiment servir de pont entre les Guinéens qui étaient ici en France, les Guinéens aussi qui, je les appelle Guinéens, mais qui sont issus de parents qui sont venus de la Guinée, donc qui sont nés en France finalement, mais qui n'ont pas eu l'opportunité de découvrir le pays et la Guinée. Donc c'est notre mission principale, on la met en place, on la met en œuvre à travers plusieurs activités différentes. On a le Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat des Guinéens de France qui est vraiment, pour le coup, un lien professionnel entre la Guinée et la France. On a Miss Guinée-France qui est un lien aussi culturel entre la Guinée et la France. C'est un événement finalement qu'on utilise aussi pour montrer la culture guinéenne sur plusieurs aspects différents. On invite régulièrement des artistes qui viennent de Guinée pour montrer leurs œuvres. Au niveau du salon, bon, je reviens rapidement sur le salon, mais au niveau du salon, par exemple, on avait fait une collaboration avec le Centre culturel franco-guinéen qui est venu pour le coup montrer une exposition qui était mise sur les différents murs du salon. Donc on a ces activités phares-là, mais on fait aussi plein de choses par ailleurs. On travaille sur la journée de la femme actuellement, qu'on va bientôt faire. On a des activités autour de l'accueil des étudiants. Donc finalement, l'association... en termes de rôle et en termes de volonté d'impacter, c'est ce côté-là où on va essayer de toutes les manières possibles, en tout cas, avec nos faibles moyens, de connecter la Guinée, la diaspora guinéenne, et de faire en sorte que les gens aussi qui sont en France, qui n'ont pas forcément de prime abord de lien avec la Guinée, s'intéressent au pays. Au niveau du salon, on avait des personnes qui sont venues comme ça par simple curiosité, qui ont vu des publications sur les réseaux, qui n'avaient pas forcément de lien, et ça fait plaisir de faire découvrir le pays, la culture guinéenne. Et pour en revenir au festival, voyez-vous aussi la culture comme un levier d'insertion pour ceux que vous accompagnez? Ça rejoint un peu le point autour de la culture, de la littérature, du développement. Je pars du principe que quelqu'un qui n'a... Parce que la culture, c'est très divers. Hein. J'allais dire quelqu'un qui n'a pas du tout de culture a quelque chose qui lui manque. Mais tout va dépendre de ce qu'on appelle la culture. Et finalement, ce côté-là où on a quelqu'un de cultivé qui vient, mais ça c'est de manière générale au niveau des réponses aux offres d'emploi, des interactions sociales qu'on a au quotidien. Quand on rencontre quelqu'un de cultivé, quelle que soit la culture, tout de suite on a ce plaisir-là d'échanger avec la personne, on a ce plaisir-là de se projeter avec la personne. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental pour moi. Pour clôturer cette grande partie de notre discussion, une question ouverte. En quoi ce festival permet-il de conserver des liens durables entre les pays une fois les projecteurs éteints? Le souhait du festival, c'est que la conversation perdure dans le temps et que ce soit juste le début d'une grande aventure. L'idée, c'est que voilà, ça permet ces rencontres-là qui n'auraient peut-être pas eu lieu dans d'autres circonstances. Et donc, nous, le souhait, c'est aussi que le festival puisse porter ses fruits au-delà de nous et que Africapital soit vraiment un espace de rencontre et qui puisse jaillir de tout ça de nouvelles collaborations. On sait par exemple que la Villa des Arts de Conakry, avec qui on collabore pour faire venir un artiste guinéen, va travailler avec une artiste de la diaspora ici à Paris qui a un atelier qui cherche à développer des résidences d'artistes. Donc c'est aussi le rôle d'Africapital de mettre en connexion et de faire se rencontrer et pour susciter l'intérêt de futures collaborations. On l'espère. C'est définitivement comme ça que je vois l'événement aussi. C'est vraiment un lieu de rencontre. Il y a plein de personnes différentes, d'horizons différents qui vont venir se rencontrer au niveau de cet événement-là, qui vont échanger, qui vont brainstormer, qui vont s'intéresser aux différents projets portés par l'un ou par l'autre. Et derrière ça, il y a cette possibilité-là de créer vraiment des connexions pour faire aboutir ces projets-là. L'idée, forcément, quand on va se déplacer, je parle des gens que je connais quand ils vont se déplacer pour venir à l'événement, ce sera pas forcément avec un objectif en tête. Il y aura le côté peut-être découvrir la culture guinéenne, mais au détour d'une conversation, il y a peut-être quelque chose de plus concret, non. La culture guinéenne, ça reste concret à découvrir, mais de plus matériel qui peut se dégager de tout ça. C'est déjà l'heure de conclure. Merci à tous les trois de nous avoir donné cet avant-goût du festival. Ce qu'on retient, c'est qu'Africapital Conakry, ce n'est pas qu'une série de spectacles, c'est une plateforme politique, sociale et artistique. On récapitule les informations clés, les dates du vendredi 6 mars au dimanche 15 mars pour le festival.
Ça se passe au Lavoir Moderne parisien, dans 6 lieux partenaires de la Goutte d'Or et à la Fondation Lucien Paille. Et donc c'est immanquable. Merci à Juliette, Hakim et Aboubacar pour votre présence et rendez-vous donc le 6 mars pour l'inauguration. À très vite. Merci. Merci.